Donc, on va vous parler du pouls et de la respiration dans cette capsule-ci. Je vais commencer avec le pouls. Comment prendre un bon pouls? Premièrement, c'est d'identifier le site où on va prendre le pouls. Il y en a plusieurs sur le corps, mais je vais seulement vous en présenter trois qui sont ceux qu'on utilise les plus fréquemment, même qu'il y en a pas mal plus deux qu'on utilise fréquemment et un moins fréquemment. Il y a le fémoral, que je vais passer rapidement dessus. Là. En fait, il va être dans la région ici. Ça va être d'y aller avec pour le trouver, ça va être d'y aller avec les deux doigts qui vont former un angle droit avec le majeur et d'aller trouver justement la veine. Ensuite, ça prend une pression minimale de 70 mm mercure pour détecter une pression fémorale. Ensuite, il y a le site de pouls radial. Lorsqu'on prend un pouls radial, on y va pour prendre les deux côtés pour être sûr qu'on a vraiment du sang qui circule des deux côtés des bras. On va l'utiliser lorsque la personne est consciente, c'est-à-dire qu'on est sûr que sa pression est au-dessus de 80 mm mercure. Puis, dans le fond, ça va vraiment juste de venir appuyer, chercher l'artère radiale, d'appuyer pendant 30 secondes si le rythme est régulier et de compter le nombre de battements qu'on sent. Si c'est irrégulier, ça va être d'y aller pendant 1 minute sans arrêt. Puis au final, si on l'a pris sur 30 secondes, on fait x2, ça nous donne un résultat sur 1 minute. Si on l'a pris sur 60 secondes, on le garde comme ça, on a notre total de 60 secondes. Finalement, le troisième site, c'est le site carotidien. Le site carotidien, on va le faire lorsque la personne était consciente et s'il y a suspicion d'ACR. La raison pourquoi on le fait lorsque la personne est inconsciente, c'est que souvent une personne qui est inconsciente va avoir une pression plus basse. Et la pression carotidienne, c'est la prise de pouls carotidienne, c'est celle qui nécessite la pression la plus basse, qui est de 60 mm mercure. S'il y a suspicion d'ACR, ça va être de le faire durant 10 secondes. Et justement, si on ne sent pas de battement, là, on va commencer la RCR. Sinon, c'est la même chose que pour les radios, excusez. Et ça va être d'aller appuyer pendant 30 secondes si c'est régulier et 60 secondes si c'est irrégulier. Donc, c'est tout pour le pouls. Okay. Donc, je vais enchaîner avec la respiration. La respiration, ça va se prendre en même temps que le pouls parce qu'on ne veut pas dire au patient qu'on est en train de regarder sa respiration parce qu'il pourrait la changer, que ce soit intentionnel ou pas. Donc, on va demander au patient de bien s'adosser lors de la prise du pouls. Et on va prendre habituellement le pouls en mettant une main, la main du patient sur son abdomen. Ce qui va faire que quand on prend le pouls, en fait, sur 30 secondes, mais on va dire qu'on le prend sur 1 minute. Lui, il pense qu'on prend son pouls pendant 1 minute, mais il y a le dernier 30 secondes va servir à mesurer la respiration, donc le nombre de fois que l'abdomen se soulève. Il faut se rappeler que chez une fille, ça va être plutôt la poitrine qui va se soulever, et chez l'homme, c'est plutôt l'abdomen. Donc, si, en fait, comme pour le pouls, si la respiration est irrégulière, on va la prendre sur 1 minute. Et si c'est une respiration régulière, ça va être sur 30 secondes. Donc, finalement, la dernière chose qu'on voulait rajouter, c'était les standards que les gens ont en moyenne au niveau du pouls et de la respiration. Le pouls, normalement, une personne en santé normale va être entre 60 et 90 battements à la minute. Et lorsqu'une personne est en bas de 50 ou en haut de 150, elle est instable selon le protocole et l'appréciation clinique. Et pour ce qui est de la respiration, la normalité chez l'adulte, c'est entre 8 et 20 respirations à la minute. Mais tout ça, ça dépend quand même de la personne. Par exemple, une personne peut être à 9 respirations à la minute et quand même mal se sentir parce que c'est pas dans ses habitudes. Et pour ce qui est des critères d'instabilité, si tu es en bas de 8 respirations ou en haut de 36 respirations, tu es considéré comme instable. Et avec la tension artérielle. La tension artérielle, ça correspond à la force de pression avec laquelle le sang vient frapper la surface des artères. Une pression idéale, ce serait de 120 sur 80. 120, le chiffre du haut, qu'on appelle la systole, qui correspond à la pression avec laquelle le cœur va se contracter. Ça va être le chiffre le plus haut. Et le chiffre du bas, la diastole, correspond à la force avec laquelle
le cœur va se relâcher, donc la pression exercée lorsque le cœur se relâche. Ça peut varier entre 60 et 90, et la systole en haut, elle peut varier entre 100 et 140. Donc, une pression, ça va toujours se prendre avec un stéthoscope et un sphygmomanomètre. On va faire un exemple sur un patient de comment prendre une tension artérielle. Alors, première chose à faire, on allonge le bras du patient et on localise l'artère brachiale. C'est important de dire au patient que ça va serrer, donc pour pas qu'il fasse le saut. Alors, l'endroit sur le brassard où on indique l'artère, c'est là qu'on va venir mettre... on va le mettre vis-à-vis l'artère du patient. Donc, ensuite, avec le stéthoscope, on va écouter les battements du cœur. Donc, dès qu'on commence à pomper, dans le fond, à un moment, on va pomper tellement fort que l'artère va être coupée. Ce qui va faire que dès qu'on relâche en tournant la vis, le premier bruit qu'on va entendre, le premier battement, ça va être le battement qui va correspondre à la systole. Ensuite, quand on continue à tourner la roulette, à dévisser le brassard, à un moment, il y a un chiffre le dernier chiffre qu'on va entendre, ça va correspondre à la diastole. Pour la saturométrie, je vais vous expliquer comment la pince à saturo fonctionne, les inconvénients qui peuvent arriver à ça et les cas pathologiques qui sont indétectables avec la pince à saturo. Premièrement, le fonctionnement. J'ai dessiné une pince à saturométrie, un doigt, des rayons de lumière et une artère qui revient par une veine. Le vaisseau sanguin va être fait de cette façon-là pour les biens de la cause, mais on sait que la physionomie n'est pas tout à fait comme ça. Donc, comment ça fonctionne? La pince à saturo, elle va faire passer des rayons de lumière à travers notre doigt pour détecter combien de molécules d'oxygène circulent dans notre artère. Il y a deux façons pour l'oxygène de circuler dans nos artères. Il y a libre dans le liquide plasmatique et il y a dans l'hémoglobine. 98,5% de l'oxygène circule dans les hémoglobines et 1,5% de notre sang circule librement dans le liquide plasmatique. La pince à saturo, elle, avec ses rayons de lumière, elle va être seulement capable de détecter la quantité d'oxygène qui circule librement dans le liquide plasmatique. Elle n'est pas capable de détecter ce qu'il y a dans l'hémoglobine. Dépendamment combien de molécules d'oxygène les rayons de lumière vont avoir croisé dans leur chemin, ça va nous donner un résultat sur 100 de la saturation en oxygène de notre sang. Les inconvénients avec la pince à saturo, c'est que des mains qui ont du vernis à ongles, des mains froides et des mains moites peuvent nuire grandement à la lecture, parce que les rayons de lumière, premièrement, ils peuvent pas passer dans les vernis à ongles, et l'eau et la température plus froide peuvent comme rendre la lecture moins évidente. Donc, je vais vous expliquer ensuite l'oxycarbonisme, qui est le cas pathologique indétectable par la saturométrie. Premièrement, vous parler du gaz qui est relié à cette intoxication-là, puis de la maladie, et enfin, comment on peut pallier à cette pathologie-là. Premièrement, le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, incolore et indolore qui se lie avec l'hémoglobine et est 200 fois plus compatible avec l'hémoglobine qu'avec que l'oxygène. Donc, dès qu'on est en présence de monoxyde de carbone, le monoxyde de carbone va remplacer l'oxygène et s'en aller dans notre sang. Le monoxyde de carbone, dès qu'il y a de la combustion, il y a du monoxyde de carbone. Donc, c'est souvent une voiture allumée, un feu, un incendie, il va y avoir du monoxyde de carbone. Donc, c'est quelque chose qui peut nous donner un indice de s'il y a présence de monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone, lui, il va aller se placer dans l'hémoglobine. Mais la pince à saturo, elle, comme je vous l'avais précisé, les rayons de lumière détectent seulement dans le liquide plasmatique. Ils ne détectent pas dans l'hémoglobine. Donc, la pince à saturo va nous donner un beau résultat de peut-être 94%,
alors que la personne qui a 98,5% de ces méthodes de transport utilisées par le monoxyde de carbone va peut-être être à 40%. Donc, ça va donner une lecture à 94%. On va penser qu'elle est belle, mais en fait, la personne est littéralement en train de mourir par manque d'oxygène. Comment on peut pallier à ça? C'est dans l'évaluation de la scène et dans le quick look. Dans l'évaluation de la scène, c'est vraiment de jeter un coup d'œil dans la sécurité des lieux. Est-ce qu'il y a un véhicule allumé? Est-ce qu'il y a un incendie? Est-ce qu'il y a eu un incendie? Quelque chose comme ça. Et dans le quick look, c'est vraiment de regarder l'état du patient. S'il y a une teinte rosée, souvent ça va être associé à une intoxication à l'oxycarbonisme. Donc c'est tout pour la saturation.